Il est 9 heures, visioconférence Teams, moment décisif. L'acheteur du client annonce: écoutez, au-dessus de 300 000 euros, c'est simple, c'est non négociable. Hmm, classique. Oui, et l'account manager de l'ESN, il aurait pu dire OK, merci, au revoir, et clore la visio, quoi. Et perdre le contrat, probablement. Exactement. Mais il avait préparé son coup. Il savait que ce budget de 300K venait d'une ligne budgétaire gelée pour 2024. Ah, d'accord. L'info clé. Voilà. Mais il savait aussi que le client, lui, avait un besoin impératif de livrer 3 épiques, 3 gros projets critiques, pour ses objectifs du trimestre. Donc une contrainte forte de leur côté aussi. Tout à fait. Alors il n'a pas attaqué le chiffre de front. Il a reformulé calmement, il a exploré ce qui pouvait être déplacé, décalé dans le planning ou le périmètre. Il a cherché une autre voie. C'est ça. Et en 20 minutes, ils ont trouvé une option. Une option à 280K euros. Ah, quand même. Intéressant. Moins que la demande initiale, mais... Et c'est là le point important. Elle répondait bien aux 3 objectifs métiers cruciaux du client. Et l'outil magique derrière ça, c'était quoi alors? Eh bien, c'est justement ce fameux modèle POE. Position, objectif, enjeu. Et c'est cette approche qu'on va décortiquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Aujourd'hui, on plonge dans cette méthode POE, position, objectif, enjeu. C'est vraiment une grille de lecture pour comprendre ce que notre interlocuteur affiche. Ce qu'il dit ouvertement. Voilà, ce qu'il cherche vraiment à obtenir et surtout ce sur quoi il ne lâchera rien, le point dur. Ok, alors décomposons un peu. Le P, la position, c'est donc la déclaration de départ, la façade si on veut. C'est exactement ça. La position, c'est ce qui est affiché, ce qui est dit d'emblée. C'est souvent rigide, un peu comme un mur. Genre, dans l'IT, ça pourrait être cette feature si livraison dans 2 semaines, point barre. Ou le SLA, on n'y touche pas. Parfaitement. Ou une demande budgétaire très ferme, comme dans ton exemple initial, 300K euros non négociables. C'est la position affichée. Mais j'imagine que si on s'arrête là, on risque de passer à côté de l'essentiel. On se heurte au mur et c'est fini. Précisément. C'est l'erreur classique. Parce que derrière cette position, il y a l'objectif. Le why, c'est ce que la personne cherche réellement à atteindre, son but. Le gain espéré en quelque sorte. Voilà, c'est l'espérance de gain. Par exemple, un client du secteur public qui te dit «On ne peut pas signer ce contrat pour le nouveau logiciel avant janvier». D'accord, ça c'est sa position. Reporter, exact. Mais son objectif réel, ça pourrait être de sécuriser son enveloppe budgétaire pour l'année suivante ou de s'assurer que tout est validé en interne. Ok, je vois. Et pour reprendre l'exemple du SLA, si on n'entend pas touche au SLA, au lieu de bloquer, on pourrait reformuler. Justement. On pourrait dire «D'accord, je comprends l'importance du SLA. Ce que vous cherchez avant tout, si je comprends bien, c'est à limiter au maximum les risques d'incidents critiques, les P1. C'est bien ça?» Ah oui. Et là, on passe de la position figée, non au changement de SLA, à l'objectif réel. Maîtriser le risque critique. Exactement. On commence à creuser. On cherche à comprendre le pourquoi derrière le quoi. D'accord. Donc, position affichée, objectif recherché, et le E alors, l'enjeu. C'est encore autre chose, plus profond. C'est ce sur quoi la personne ne peut pas transiger. C'est souvent caché d'ailleurs. Le non négociable absolu. C'est ça. Ça peut être le point de rupture, mais c'est aussi souvent la clé qui débloque tout. Si on reprend l'exemple du client public. Qui ne signe pas avant janvier, position pour sécuriser son budget. Objectif. Son enjeu profond pourrait être, par exemple, le respect absolu d'une contrainte réglementaire interne. Un truc qui, s'il n'est pas respecté, mettrait sa propre position en danger. C'est ça son enjeu vital. Et dans un contexte plus technique, une équipe DevOps face à une demande «Livrez-moi ça en 2 semaines», position. L'objectif, c'est peut-être de répondre à un besoin métier urgent, oui. Mais l'enjeu réel pour le manager qui pousse, ça pourrait être de conserver un client B2B ultra stratégique qui menace de partir. La survie de ce contrat, c'est ça son enjeu. Mais parfois cet enjeu, il est complètement ailleurs, non? On avait évoqué l'exemple d'un acheteur dont l'enjeu caché était lié à un projet perso, genre financer des vacances. Absolument, c'est ce qui est fascinant et parfois déroutant. L'enjeu peut être très personnel, où il y a des contraintes totalement invisibles de l'extérieur. Il peut y avoir un océan entre la position affichée «je veux 200 000 euros pour référencer votre produit» et l'enjeu réel «j'ai besoin de financer ce voyage important pour moi». Ça expliquerait donc pourquoi tant de négoces échouent en fait.
Il y a une source qui dit que 9 fois sur 10, l'échec vient de là. On se bat sur la position, on reste en surface. Voilà, on ferraille sur ce qui est dit sans jamais chercher à comprendre ce qui est vraiment en jeu pour l'autre personne. Les fondations du problème. C'est exactement le piège. Négocier sur la position, c'est comme essayer de défoncer une porte blindée à coups d'épaule. Ça fait mal et ça marche rarement. Alors que le bon négociateur, lui, il fait quoi? Il sort une échelle, En quelque sorte. il écoute, il pose des questions ouvertes, il utilise des reformulations comme «Qu'est-ce qui vous empêcherait de reconsidérer cela si un autre facteur entrait en jeu?» ou «Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce dossier?» Il cherche à comprendre ce qui anime vraiment l'autre. Pour atteindre ce fameux niveau de l'enjeu. Exactement, car c'est souvent à ce niveau-là que des solutions créatives inattendues peuvent apparaître. Des solutions qui satisfont l'enjeu profond sans forcément céder sur la position initiale. Comme pour l'acheteur qui demandait 200 000 euros. Vous disiez qu'il fallait désaxer la négociation, c'est-à-dire. Désaxer, ça veut dire changer l'axe de la discussion. Sortir de l'ornière budget contre budget. Le négociateur a compris que l'enjeu de l'acheteur, c'était pas vraiment les 200 000 euros en tant que tel. Ça, c'était sa position. C'était son voyage. Voilà, sa motivation personnelle. Donc, au lieu de se battre sur le montant, il a trouvé un moyen, indirect, légal, bien sûr, apparemment via des systèmes d'incentives, de chèques cadeaux liés à la performance ou autre, Mhm. pour satisfaire cet enjeu personnel. Et une fois que cet enjeu profond a été adressé, comme par magie, l'acheteur est devenu beaucoup plus souple sur sa position initiale concernant le budget de référencement. Astucieux. Ce modèle POE a l'air vraiment puissant. Mais est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce qu'on trouve toujours une solution? Ou il y a des fois où, même en comprenant l'enjeu, c'est juste pas possible. Ah mais bien sûr, il faut être lucide là-dessus. Le POE, c'est pas une baguette magique. Si ton mandat, C'est-à-dire ma marge de manœuvre, mes limites. exactement, si tes limites budgétaires, tes contraintes techniques, réglementaires, ce que tu peux réellement proposer ne permettent objectivement pas de satisfaire l'enjeu profond, le point de rupture de l'autre, alors la négociation est impossible. Genre, si mon budget max est de 250 carreaux et que l'enjeu financier vital de l'autre, c'est vraiment 300 carreaux minimum. Ben voilà. Aussi, des enjeux de sécurité ou de conformité sont fondamentalement incompatibles entre vos deux systèmes. Là, il n'y a pas d'accord possible sur ces bases. Forcer serait contre-productif. Dans ce cas, il vaut mieux savoir dire stop, reconnaître l'impasse pour, peut-être, préserver la relation. Souvent, oui, ça peut être plus sage. L'important, c'est de ne pas arriver à cette conclusion trop vite, en se basant juste sur la position initiale. Il faut vraiment explorer l'objectif et tenter de cerner l'enjeu avant de jeter l'éponge. Absolument. Parfois, l'enjeu n'est pas là où on l'attendait. Il peut être non financier, même si la position est exprimée en euros. Il faut creuser avant de conclure à l'impossibilité. Ok, bon. Si on récapitule rapidement, Ouais. la position, c'est ce qui est affiché, la demande de départ, souvent tactique, parfois rigide. C'est ça. Ensuite, l'objectif, ce que la personne espère vraiment obtenir, le but visé par sa position. Et enfin, l'enjeu, le besoin profond, le truc vraiment non négociable, souvent caché, mais c'est la vraie clé. Et donc, le job du négociateur, c'est d'écouter, de questionner, de décoder ces trois niveaux pour essayer d'atteindre l'enjeu. Tout en étant conscient de ses propres limites, de son mandat. Et en sachant reconnaître quand les enjeux sont juste incompatibles et qu'un accord n'est pas possible dans les conditions actuelles. Ça donne à réfléchir quand même. Combien de fois, au quotidien, au boulot, ou même ailleurs, on reste coincé sur une position affichée? Sans chercher plus loin. Voilà. Sans même essayer de comprendre ce qui compte vraiment au fond pour la personne en face de nous. C'est une excellente question pour terminer notre discussion d'aujourd'hui. Ça invite à l'introspection sur nos propres interactions. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret sur le PEE. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à un autre morceau important, le rapport de force en négociation. Ah, sujet passionnant aussi. Oui, on verra comment l'identifier, comment tenter de le rééquilibrer, et surtout comment éviter de le subir passivement. Alors, à très bientôt. À très bientôt.